As a scientist, I can tell you that Sundays are only 24 hours long. But with NFL Sunday Ticket and YouTube TV, you get every game every Sunday all in one place. That's upwards of 30 hours of NFL in one day. How can there be 30 hours in 24 hours, you ask? I have a theory. Magic. New users get NFL Sunday Ticket for 8 payments of $34.50 per month. Sign up at nflsundayticket.com. Local and national games on YouTube TV. NFL Sunday Ticket for out-of-market games excludes digital-only games and commercial use. Terms and embargoes apply. Availability varies. Comme pour notre pratique de la course à pied, dans le jeu Borderlands 4, il vous faut disposer de progressivité, de flexibilité et d'un mental à toute épreuve. Le jeu est sorti depuis le 12 septembre et c'est de l'action, de la stratégie et des défis spectaculaires. Seul ou avec des amis, vous choisissez votre chasseur de l'arche et vous vous lancez dans cette quête sur cette île de Kairos, plongée dans un chaos total. Entre 2 séances d'entraînement, running au pied, vous allez pouvoir relâcher la pression. Toutes les infos sont sur le site de borderlands.com. Ce jeu, classé PEGI 18, est réservé aux adultes. Merci à 2K de sponsoriser le podcast À côté de mes pompes, dont je vous laisse reprendre la lecture de votre épisode. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Comme chaque vendredi, avec des invités, avec des experts, je vous invite à découvrir le monde de la course à pied, à en parcourir un petit peu les sentiers, les chemins, les routes pour vous apporter des connaissances et vous permettre de progresser comme je progresse moi-même à chacun de ces épisodes. Et aujourd'hui, c'est une capsule L'œil du coach avec Bruno dans laquelle nous allons revenir sur un sujet qui nous interpelle. En effet, sur les réseaux, on voit défiler des séances qui peuvent nous faire rêver ou qui font peur, telles qu'un 100 x 400 mètres, 5 marathons en 5 jours, un 10 km, un semi et un marathon en un seul week-end. Alors ça claque, ça buzz, ça fait des vues, mais la vraie question, est-ce qu'un coureur amateur, comme nous le sommes, peut ou doit s'en inspirer? Avec Bruno, dans cette capsule, on va décortiquer ces exploits de champion. On va vous expliquer pourquoi ils ne sont pas transposables dans un quotidien de sportif et quels sont les risques si vous essayez de les reproduire, mais aussi ce que vous pouvez en retenir pour progresser intelligemment sans tomber dans le piège de la surenchère. Course à pied et réseaux sociaux, attention au piège de ces entraînements chocs. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Bruno, on se retrouve pour une nouvelle capsule L'œil du coach et on démarre ensemble une nouvelle saison. Donc merci à toi pour cette confiance et ces échanges que l'on peut avoir et qui ravissent bon nombre d'auditeurs. Alors aujourd'hui, on va traiter d'une thématique qui nous concerne tous, à savoir notre emprise un petit peu avec les réseaux sociaux et comment ceux-ci peuvent influencer notre pratique à travers différents exemples qu'on a vu passer sur ces dernières semaines. Entre Guillaume Ruel, qui est passé par le podcast, qui peut enchaîner un 10, un semi et un marathon sans qu'il n'y ait de défaillance de sa part, ou encore Anaïs, qui a pu dernièrement enchaîner 5 marathons, Anaïs Kemener, 5 marathons en 5 jours après son accouchement, seulement il y a 5 mois. Alors Bruno, qu'est-ce que tu en penses de ces enchaînements de sportifs professionnels? Est-ce que l'on peut, comme on l'avait déjà évoqué sur une précédente capsule, mais qui était sur un angle un petit peu différent, s'en inspirer et aller piocher des choses qui peuvent être positives dans notre pratique? Salut Seb, oui c'est vrai que c'est très impressionnant quand on lit ce que ces athlètes de haut niveau sont capables de faire. On peut sur une première lecture se dire que c'est exceptionnel, que ça relève de l'exploit, mais désolé de le dire, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Donc ces gens sont exceptionnels et ce qu'ils font à l'entraînement est exceptionnel, mais au final pour eux ça reste quelque chose de peut-être pas de banal, mais qui ne relève pas non plus de la performance comme on pourrait l'interpréter à la première lecture. Voilà, je sais pas si tu veux qu'on rentre dans des exemples précis. Je pense à Mélodie Julien, je pense effectivement à Guillaume Ruel, Étienne Daguinos, comme tu l'as dit aussi avec Anaïs. Donc on peut essayer de décortiquer un peu ce qu'ils ont fait en réalité
et s'apercevoir que finalement ce n'est pas si exceptionnel que ça pour eux, mais que en fait c'est ça en fait ce qui est important. Il ne faut pas essayer de reproduire ce genre de choses soi-même parce que on n'est pas Anaïs Kemener, on n'est pas Guillaume Ruel, on n'est pas ces athlètes qui font des choses extraordinaires. Est-ce que tu trouves, avec cette omniprésence des réseaux sociaux, que ces séances d'entraînement sont de plus en plus accessibles? Toi, en tant qu'entraîneur, si tu as à accompagner un athlète dans sa pratique, est-ce que tu l'autoriserais à publier ces séances? Parce que à un moment donné, c'est qu'on a donné du biscuit à ces plateformes, à ces comptes qui affichent ces remontées de séances d'entraînement. Quel est ton avis, ton point de vue? Est-ce qu'on garde secret la méthode d'entraînement ou est-ce qu'on la diffuse à tout le monde? Moi, je trouve que c'est bien. Je l'ai toujours fait à titre personnel. Je le faisais aussi bien avant que les réseaux sociaux existent et sur mon tout premier site internet, je mettais tous les entraînements de Pascal Fétizon, qui à l'époque était champion du monde de 100 km, donc il y avait une transparence totale. Moi, j'aime bien cette notion de transparence. J'aime quand les athlètes de haut niveau sont transparents. Et donc, je trouve que c'est intéressant parce qu'on peut s'en inspirer. C'est toujours très inspirant. Faut pas copier systématiquement, mais je trouve que c'est bien de pouvoir avoir accès à ce que font les champions parce que c'est toujours quelque chose dont il faut s'inspirer. Maintenant, on est dans un autre registre, je crois, à l'heure actuelle avec le fait que ces sportifs de haut niveau essayent tant bien que mal pour certains de vivre de leur passion et tant mieux. Et c'est bien qu'ils puissent en vivre. Je pense que les sportifs de haut niveau français ne sont pas assez accompagnés, ne sont pas assez aidés. Donc, si les réseaux sociaux leur permettent avec des clics de pouvoir décrocher des contrats, de pouvoir avoir des sponsors, tant mieux pour eux. Peut-être que ceux qui publient devraient mettre des bémols en disant attention à ne pas reproduire, attention finalement. Mais l'article, il a besoin de faire du clic, donc on va pas nous vendre quelque chose de banal. L'article, lui, il est là pour vendre quelque chose d'exceptionnel. Et donc c'est ça en fait qui me dérange, c'est que ceux qui transmettent ce que font ces athlètes de haut niveau n'ont pas forcément une volonté de pédagogie ou une volonté d'expliquer, ils ont une volonté de cliquer et de faire beaucoup de vues. Donc c'est ça qui me dérange en fait. Au final, c'est pas ce que fait l'athlète, c'est pas qu'on en parle, c'est la présentation, l'emballage qui est un petit peu, à mon avis, à critiquer ou à discuter. Est-ce qu'on est aujourd'hui dans une surenchère à travers ces exploits, du moins ce qui est affiché sur les réseaux comme étant des exploits? On prenait l'exemple donc de Guillaume, d'Anaïs, de Mélodie. J'ai en tête un 100 fois 400 mètres. Alors, Nicolas Navarro l'a réalisé, mais Faustin Guigon et Mehdi Frère l'avaient également fait sur une piste du côté de Dugny, au nord de Paris. Est-ce qu'il est judicieux de révéler donc ce type de choses? Et par rapport à la surenchère, est-ce que tu trouves aujourd'hui qu'on en voit de plus en plus, ce qui peut, entre guillemets, nous gratter un petit peu à l'intérieur de nos chaussures parce que ça fait grincer des dents forcément. Quand on regarde un petit peu ces exploits, du moins en tant qu'amateur, on se dit mais comment c'est possible de faire cela? De ton point de vue, en tant que champion, athlète de haut niveau, est-ce que on est dans l'exploit ou est-ce que c'est leur quotidien finalement? Je crois que c'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'on est dans leur quotidien parce que quand on fait 100 fois 400 mètres à l'allure marathon, ça reste quand même une séance qui n'est pas exceptionnelle pour eux. Ces athlètes-là courent le marathon en 2h05, 2h10, bon, plutôt plus près de 2h05 maintenant que de 2h10. Donc au final, 100 fois 400 à l'allure du marathon, chaque 400 mètres n'est pas réalisé de manière très rapide. Ce qu'il faut, c'est avoir la bonne lecture. 100 fois 400, ça veut rien dire. Si on précise que ces 100 fois 400 sont réalisés à l'allure marathon, 400 mètres à l'allure d'un marathon, c'est rien. Faut pas se mentir. Tout le monde est capable de faire beaucoup de 400 mètres à l'allure de son marathon. Là où il y a vraiment une difficulté, c'est plutôt à respecter la lenteur, puisque 400 mètres à l'allure d'un marathon, c'est très lent. Voilà. Et c'est la même chose pour les enchaînements de un 10 km le samedi, un semi-marathon le dimanche et un marathon le dimanche après-midi. Ce qui est exceptionnel, c'est plus cette capacité qu'a l'athlète à respecter les allures. Parce que ce qu'il faut, c'est surtout pas s'enflammer. Guillaume, quand il fait un marathon en 2h30, c'est très impressionnant, 2h30 au marathon.
après avoir fait un semi et un 10 km. Mais 2h30 pour lui, c'est son allure 100 km. Ça veut dire que un marathon en 2h30 pour lui, c'est facile. C'est très facile même, puisque c'est l'allure qu'il va être capable de réaliser 2 fois et demi. Donc, c'est toujours ce recadrage, je pense, qu'il est important de faire pour ne pas tomber dans les excès et avoir une lecture de la performance ou de l'exploit qui ne soit pas la bonne. Quand Anaïs fait 5 marathons en 5 jours à 3h30, faut pas oublier que les marathons, elle les fait en moins de 2h40 facilement. Donc oui, ça reste quelque chose de conséquent. 5 marathons en 5 jours, c'est très impressionnant, mais ça reste quand même quelque chose, peut-être pas qui correspond à son quotidien, mais en volume d'entraînement, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile pour elle. Alors si on vient, Bruno, à décortiquer ces enchaînements, tels que celui de Guillaume, ou ces 100 x 400, ou les 10 x 1000 d'Étienne Daguinos, comment on va pouvoir, en tant que sportif amateur, s'en inspirer justement et ne pas tomber dans cette surenchère? Parce que derrière, s'il y a un trop vite, trop fort, trop longtemps, c'est la blessure assurée. Voilà, exactement, c'est ça. Alors, faut savoir que quand Guillaume fait 1h10 au semi-marathon, dans son fameux enchaînement, hein, alors de mémoire, il a fait un peu plus de 30 minutes au 10 km la veille, je crois. Son record, c'est moins de 30 minutes. Donc, ça veut dire que sur son 10 km, il n'est pas vraiment au maximum. Mais il est quand même sur une intensité élevée parce que l'intention qu'il y a derrière ça, alors je ne veux pas parler à la place de son entraîneur, mais c'est comme ça que moi, je l'interprète, c'est de quand même créer une espèce de pré-fatigue. Donc, on n'est pas à 100% de son allure 10 km, mais on n'en est pas très loin quand même. Et donc, c'est ça qu'il faut se dire. On va pas parler de 30 minutes, on va parler d'allure 10 km. Donc, si l'allure 10 km de quelqu'un, c'est 40 minutes ou 50 minutes, on va être proche de cette allure, mais on va pas la faire au maximum. Et ça, c'est difficile. C'est très difficile d'accrocher un dossard et de se dire, je vais me contenir, je vais me contrôler. Mais moi, je me souviens avoir eu cette discussion il y a très très longtemps, dans les années, je vais même pas citer la date parce que ça remonte à très longtemps. Au siècle précédent. Au siècle précédent, exactement, où j'avais une discussion avec Gilles Bertrand, qui était le patron de VO2 Magazine à l'époque, et j'avais dit faire un marathon 3 semaines avant un 100 km, c'est quelque chose qui est envisageable. Et on m'avait un peu cloué au mur en me disant mais c'est n'importe quoi, c'est de la folie, personne ne peut faire ça. On s'était un peu pris la tête avec Gilles qui est quelqu'un d'adorable d'ailleurs, et j'avais dit que au contraire, je pense que c'est très formateur, être capable de prendre le départ d'une course sans la courir à fond, alors qu'on a un dossard accroché sur la poitrine. C'est justement cette capacité qu'on doit avoir le jour J. Donc prendre le départ d'une épreuve, quelle qu'elle soit, en se disant je vais respecter une certaine allure. Ça, les athlètes de haut niveau sont capables de le faire. Si nous, on est capable de s'en inspirer et de se dire je vais faire la même chose, je vais pas tomber dans le piège, je vais respecter mon allure, c'est pour moi l'assurance que le jour J, on fera la même chose. Parce que si on n'est pas capable le jour de la compétition préparatoire de respecter l'allure, comment peut-on dire que le jour J, on respectera ? J'ai déjà entendu ce genre d'excuses. Ah oui, mais là, c'est parce que je me suis laissé aller, je me suis laissé prendre au jeu. Oui, mais le jour J, tu vas te laisser prendre au jeu aussi. Donc, si tu es capable de te contrôler 15 jours ou 3 semaines avant ton objectif, eh bien, ça sera formateur. Et le jour J, tu as l'assurance que tu seras capable de te contrôler. Si tu n'es pas capable de respecter les consignes et l'allure, j'ai des doutes sur la façon dont tu vas respecter le jour J. Donc, pour moi, ça peut être très formateur. Maintenant, si effectivement le coureur part comme une balle, ne respecte rien 3 semaines avant, oui, il va se tirer une balle, comme une balle, c'est le cas de le dire, il va se tirer une balle dans le pied. Mais le sportif de haut niveau, dans les exemples qu'on a là, il est capable de respecter son allure. Quand Guillaume fait 1h10 au semi le lendemain, avec un record à moins d'une 5, il est moins vite que son énorme marathon. C'est ça qu'il faut se dire. Une 10 multipliée par 2, ça fait 2,20. Le record de Guillaume, c'est 2,14 au marathon. Donc, il est capable, le lendemain, de faire un semi moins vite que son allure marathon et de respecter l'allure. Et le lendemain, il va faire 2h31 au marathon pour un record à moins de 2,15. C'est son allure 100 km. Donc, en fait, il est capable de se contrôler, de se maîtriser. Il a cette faculté qui est quelque chose qu'on peut, justement, là, pour le coup,
Là, on peut copier le champion en se disant, moi aussi, je suis capable, si je m'entraîne, de respecter mon allure, d'être dans mon tempo. Et là, je trouve qu'on est dans quelque chose qui est extrêmement formateur. On va prendre ce qu'il y a de mieux chez le sportif du haut niveau pour le copier et l'appliquer à soi-même. Pour revenir, Bruno, sur le côté, je prends un dossard et je me laisse emporter, je me laisse finalement aller à une allure qui est beaucoup plus rapide que ce qui était prévu sur le plan initial. Moi, je voyais le côté un petit peu social. Alors, si on élimine et qu'on balaye un petit peu le côté performance, il y a beaucoup de personnes qui me disent, si je prends un dossard dans une course intermédiaire, et on reviendra sur ce rôle des courses intermédiaires dans les plans d'entraînement dans une prochaine capsule, moi, je vois le côté social. Des gens qui viendraient à s'entraîner seuls, complètement isolés, vont là retrouver peut-être un élan de motivation dans une préparation qui est parfois longue, chaotique, avec des hauts, avec des bas. Et d'accrocher un dossard, je trouve que ça peut être mentalement bénéfique, à condition, comme tu l'as dit, de rester dans ses allures et de ne pas vouloir jouer la gagne ou un RP à chaque dossard accroché. Exactement. Et c'est là que l'entraîneur doit faire preuve de pédagogie. C'est là que l'entraîneur doit expliquer. J'ai en mémoire un exemple récent d'Isabelle que je salue parce que je sais qu'elle écoute toutes nos capsules. Isabelle, elle prépare un trail long et elle a fait le week-end dernier un trail beaucoup plus court. Et voilà, le contrat qu'on a eu, la discussion qu'on a eue, c'est de dire tu prends le départ de cette course comme si tu prenais le départ de ton objectif final. C'est-à-dire que si tu vas courir 6 heures, tu pars comme si tu allais courir 12 heures. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et honnêtement, moi j'entraîne plusieurs dizaines de personnes, on sait à l'avance que la personne, parce qu'elle est rigoureuse, parce qu'elle est organisée, parce qu'elle est structurée dans sa tête, c'est le cas d'Isabelle, elle va respecter l'allure. Et effectivement, comme tu le disais, Seb, elle s'est fait plaisir, elle a fait ça avec une copine, elle a vu du monde, et là on est vraiment dans quelque chose de vertueux, de motivant, et pourquoi s'en priver ? Pourquoi s'en priver ? Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien de pouvoir profiter des compétitions pour faire des entraînements longs, pour joindre vraiment l'utile à l'agréable. C'est mieux de faire 6 heures. Voilà, j'ai en mémoire aussi, là ça me vient en même temps que je parle, quelqu'un qui prépare les 100 km de Millau, qui a fait une sortie de 6 heures sur une compétition de 6 heures. C'est quand même mieux de faire la compétition de 10 heures avec les amis, avec les autres personnes, que de se la taper tout seul, même si on aime courir dans un coin comme ça. Enfin, voilà, il y a plein d'avantages, je trouve, à faire ces compétitions préparatoires. Mais on y reviendra effectivement, comme tu le dis, dans une autre capsule plus détaillée sur le sujet. Avant de revenir sur les autres exemples qu'on a pu donner en début d'épisode, moi je vois aussi sur des courses locales, quand il y a un 5 km, un 10 km ou un 10 km et un semi-marathon, quand les départs sont un petit peu différés, des coureurs qui vont accrocher 2 dossards avec cette volonté d'en découdre et de faire un 5 km à balle et un 10 km également à la meilleure des vitesses possibles, avec ce qui reste, on va dire, dans le moteur. Est-ce que là, c'est juste une boulimie de dossard ou est-ce qu'on peut y trouver quand même un intérêt sur le plan de l'entraînement ? Parce qu'on est aujourd'hui à discuter, à échanger, à proposer des conseils quand même aux auditeurs. Il s'agit pas simplement de dire faut pas le faire, c'est pas bien. On apporte quand même un petit côté pédagogue, ce que ne font pas forcément ces différentes plateformes et ces publications. Oui, c'est ça, il faut expliquer pourquoi. Une fois de plus, c'est les choses qu'on répète régulièrement. Quand ça a du sens, les gens vont faire les choses. Quand ça n'a pas de sens, forcément, on va pas être motivé. Moi, je pense, alors pour revenir sur cet exemple, je pense que ce n'est pas possible d'enchaîner 2 courses en ayant le but ou l'envie ou le choix de faire un record. Je vois pas comment c'est possible, même si c'est un 5 km qui suit un 10 km, je vois pas tellement comment c'est possible. Donc là, quand on vise le record, la performance, quand on vise de s'améliorer, il faut faire un choix. Et là, c'est pas possible d'enchaîner les courses. Ce n'est pas possible d'après moi. Mais peut-être que j'ai tort, mais je n'ai pas d'exemple de personnes qui soient capables de faire comme ça 2 compétitions de suite ou même 2 jours de suite et de les faire en étant proches de leur meilleure performance possible ou avec l'objectif, l'ambition de battre leur record. Pour moi, c'est pas possible. À moins que ce soit de faire du volume, mais comme tu l'as dit, on n'aura pas un chrono qui sera
on va dire, significatif par rapport à son niveau de performance. Ça peut être un 5 km et puis le 10 qui va servir de récup. Mais là, il faudrait que des auditeurs qui ont ce type de pratique viennent échanger et discuter avec nous pour savoir un petit peu comment ils se préparent pour ce type d'enchaînement et quels intérêts ils peuvent potentiellement en tirer. Ouais, voilà, c'est ça. Faut toujours penser à contextualiser la chose. Dans quel contexte ça se passe, quels sont les objectifs, à quel moment du plan d'entraînement. Tout ça, c'est quand même important de le savoir. Mais après, voilà, comme tu le dis sur les réseaux, j'ai le texte sous les yeux là où on parle de l'enchaînement de Guillaume. Les mots sont bien choisis. Guillaume Ruel a réalisé une époustouflante performance, c'est juste fou, enchaînement de dingue. Donc là, il y a vraiment la volonté chez la personne qui écrit l'article de faire du buzz. C'est le but. Il n'y a pas une volonté d'expliquer, il n'y a pas une volonté de pédagogie, il y a juste une volonté d'attirer le regard du lecteur et de l'inciter ou de l'inviter à lire. Pour les autres enchaînements, ce 100 x 400, ce 10 x 1000 ou les 5 marathons d'Anaïs en 5 jours, quel est ton regard d'entraîneur et comment on pourrait les décrypter justement ? Alors, je crois que ce qui est très important, mais ça une fois de plus, je passe beaucoup de temps et on passe beaucoup de temps à le répéter. Déjà, c'est pas parce que c'est écrit que c'est avéré. On a souvent tendance. Moi, ça fait très longtemps que je collabore avec des revues de course à pied et on a tendance à penser, et souvent je dis attention, méfiez-vous de ce qui est écrit. Moi-même, j'invite les gens à être très vigilants. C'est pas parce que c'est écrit dans un magazine, c'est pas parce que c'est écrit sur un site qui a une certaine visibilité ou reconnaissance que c'est avéré et que c'est vrai. Donc déjà, prenez tout ça avec des pincettes. Ça veut pas dire que c'est faux, que ce sont des mensonges, mais voilà. Moi, j'invite vraiment les gens à se questionner, à chercher l'info, mais ça, c'est quelque chose qu'on devrait tous faire. On tombe tous dans ces pièges du sensationnel. La vie, tous les jours, nous apprend que ce qu'on pensait être la vérité parce qu'on l'a vu à la télé, parce qu'on l'a vu sur Internet, n'est pas forcément la vérité. Donc déjà, je pense que attention à prendre tout ça avec des pincettes. Et pour être plus précis dans les conseils que je donnerais, il y en a vraiment un qui est simple et qui va permettre de comprendre beaucoup de choses, c'est ne jamais raisonner en distance. Quand Étienne Daguinos fait 10 fois 1000, c'est très impressionnant. On se dit 10 fois 1000, waouh, comment il a fait 10 fois 1000 Mais en fait, sauf que 10 fois 1000, pour lui, c'est... Alors, j'ai pas les temps en tête à la seconde près, mais c'est moins de 3 minutes. Donc, c'est 10 fois 3 minutes, ou 10 fois 2,50, ou 10 fois 2,40. Si vous, au lieu de dire, il a fait 10 fois 1000, vous dites, il a fait 10 fois 2 minutes 30, ça change complètement. On est tous capables de faire 10 fois 2 minutes 30 à la vitesse de son semi-marathon. Donc, c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est cette lecture-là qu'il faut avoir, c'est de transformer les distances en kilomètres, en durée. Voilà. Il a fait un marathon. Oui, ok, mais Guillaume, il a fait 2h30. Donc 2h30, c'est pas vraiment si difficile que ça. Voilà. Donc c'est déjà la première lecture qu'on peut avoir, parce que parler d'une séance en distance, ça n'a pas de sens en fait. Ça sème la confusion. Un marathon, ça peut durer 5 heures, ça peut durer 2h30. Voilà, un 400 mètres pour un athlète de haut niveau, c'est 1 minute. Pour un débutant, 1 minute, c'est 200 mètres. C'est la moitié. Donc déjà, essayons de transformer tous ces distances qui sont impressionnantes en temps d'effort, et on verra que c'est plus déjà la même approche et qu'on va mieux comprendre que ce que l'on pense exceptionnel, en fait, c'est quelque chose qui est du registre du normal pour des sportifs de ce niveau-là. Mais typiquement, c'est une bonne façon de fonctionner également, ce travail en temps, quand on encadre des groupes. Et moi, je le vois toutes les semaines. Si je dis on fait des 400 mètres ou des 1000 mètres, on a des personnes qui vont être loin devant, d'autres qui vont être un petit peu plus derrière et d'autres qui vont être vraiment très à la traîne. Là, en proposant un travail au temps, tout le monde va avoir le même temps d'effort et ça permet de ne pas avoir une grande disparité dans le groupe
où chacun va faire à sa mesure, mais avec une charge de travail qui sera identique en fonction du niveau, en fonction de la vitesse. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant, plus facile à mettre en place. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Pour rebondir sur la séance d'Étienne Daguinos, au moment où on enregistre, on a vu qu'il avait pris une magnifique 14e place au championnat du monde de 5000. Voilà, donc quand il fait une séance 10 fois 1000 à l'heure semi, ça reste. C'est 10 fois moins de 3 minutes. Je crois que son temps de mémoire, ça doit être de 45, il me semble. Hein, c'est quelqu'un qui vaut moins d'une heure au semi-marathon. Il vaut 59 minutes et quelques dizaines de secondes. Donc voilà, 2 minutes 50 au kilomètre, 10 fois 2 minutes 50 sur un semi-marathon, tout le monde peut le faire. Enfin, la plupart des gens peuvent le faire. Et c'est d'autant plus facile quand on va moins vite sur un semi-marathon. C'est-à-dire que plus le niveau de performance est bas, plus ce sera facile à respecter. Donc, plutôt que de voir un 10 fois 1000 en 2 minutes 47, ce qui effectivement est à la portée de personne ou presque, sauf quelques sportifs de haut niveau en France, 3 ou 4, 5 peut-être, 10 fois 3 minutes à l'heure semi, ça reste une séance que tout le monde peut faire. Et comme tu l'expliques très bien, avec un groupe, si on fonctionne de cette manière-là, on va tous faire le même effort. 3 minutes, c'est 3 minutes pour tout le monde. 1000 mètres, c'est pas la même chose pour tout le monde. Donc c'est cette approche en termes de durée d'effort, elle est égalitaire et elle évite dans des groupes d'entraînement, surtout quand on s'entraîne en groupe, d'avoir trop de disparités et de faire des séances qui sont trop difficiles pour les uns et trop faciles pour les autres. De plus, Bruno, ces séances que l'on voit fleurir sur les réseaux, elles sont épisodiques. On peut pas les intégrer dans un plan d'entraînement si on a quelque chose de structuré. De dire je vais composer uniquement avec ce que je trouve sur les réseaux, alors une 100 x 400, une 10 x 1000. Alors là, on exagère, bien évidemment, on grossit le trait dans notre capsule aujourd'hui. Mais ce sont des séances qui, si on a une structuration suffisamment pointue et précise dans son entraînement, en visant un objectif, on ne pourra pas les intégrer. C'est quelque chose qui, là, est de l'ordre de l'exceptionnel. Mais quand je dis exceptionnel, c'est que c'est vraiment une fois de temps en temps que ces athlètes vont réaliser ces séances. Exactement, c'est ça. Il faut aussi rappeler ça. Tu as raison de le dire. Même pour eux, c'est pas du quotidien. C'est des séances qu'on va réaliser à l'approche de l'objectif pour tester sa forme. Donc, mais une fois encore, c'est pas la séance pour se rassurer. Même si un athlète de haut niveau, il a aussi besoin de se rassurer. C'est un être humain. Mais c'est la séance qui va permettre de mettre la touche finale. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'habituel. On est quand même dans quelque chose qui est à placer à certains moments du plan d'entraînement, dans les moments un peu clés. Et donc, ça va pas se répéter. Ça va pas se répéter toutes les semaines. Guillaume Ruel, il fait pas ces enchaînements-là tous les week-ends. Étienne Daguinos, il fait pas des 10 fois 1000 à l'heure semi toutes les semaines non plus. Ça reste aussi, pour ces athlètes exceptionnels, des séances exceptionnelles. Question complémentaire, Bruno, à l'entraîneur, là. Un 10 fois 1000 en préparation d'un 10 km. Est-ce que là, ça peut être intéressant d'avoir au moins ce volume-là réalisé à l'entraînement dans le cadre d'un travail à l'allure spécifique? Alors, sur l'exemple précis que tu viens de donner, moi, dans mes programmes d'entraînement, mais j'ai pas décidé de faire ça parce que je me suis levé le matin en le décidant comme ça de brûle-pourpoint. À brûle-pourpoint, c'est l'expérience qui me fait parler. Je trouve que, et là encore, plus le niveau du sportif est élevé et plus c'est difficile, reproduire le volume complet de l'objectif que l'on vise à l'entraînement, pour moi, c'est trop difficile. C'est-à-dire que 10 km à vitesse 10 km à vitesse, à l'allure d'un 10 km à l'entraînement, ça revient quasiment à faire la compétition à l'entraînement. Et soit on a fait la compétition trop tôt, soit on va s'épuiser. Donc, pour vraiment être précis pour ceux qui nous écoutent sur une séance spécifique 10 km, pour moi, alors, une fois encore, ça dépend du niveau. Parce que quand on va jusqu'au bout de la logique, on s'aperçoit que pour un Étienne Daguinos, moi, j'ai eu le privilège d'entraîner des athlètes qui faisaient pas 27 minutes au 10 000, mais qui faisaient largement
moins de 29, on s'aperçoit que quand on arrive à faire 6-7 km à l'allure du 10 km, on est déjà sur quelque chose de très très difficile. Quand on fait moins de 28 minutes au 10 000 et qu'on fait un 2 fois 3000 à l'entraînement, je peux vous dire que ça laisse des traces. Quelqu'un qui fait 1 heure au 10 km, qui se lance, qui commence à structurer son entraînement, vous lui demandez de faire 2 fois 3000 à l'entraînement, c'est pratiquement comme s'il avait rien fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait 27 minutes au 10 km, on est sur un pourcentage de VMA tellement élevé, 90-95% de sa VMA, que cette séance spécifique, c'est quasiment une séance de VMA longue. À l'inverse, le coureur qui fait 1 heure au 10 km, son allure spécifique, elle est aux alentours de 65% de sa VMA, 2 fois 3000 à 65% de sa VMA, c'est pas très difficile. Donc, en espérant que j'ai pas noyé tout le monde dans mes explications, tout ça va aussi dépendre du niveau de performance de la personne. 10 fois 1000, même pour quelqu'un qui est débutant, je trouve que c'est un investissement physique et mental qui est très important, même si c'est éventuellement possible. Les gens qui débutent sur 10 km, par exemple, qui font 1 heure, 1 heure 15, 1 heure 30, ils sont capables de réaliser 10 km à l'entraînement parce que ça correspond plus ou moins à leur allure de footing. Mais un athlète de haut niveau, jamais on va lui demander de faire 10 fois 1000 à l'allure, en tout cas pour moi, à l'allure de son record, parce que ça va demander un investissement physique et mental qui est trop important. Bon, en tout cas, il y a un intérêt, malgré tout, à travailler son allure spécifique. Ça, c'est indéniable. Ah oui, ça c'est fondamental, c'est le trépied de la performance. On pense beaucoup à travailler la VMA, la puissance aérobie. On pense beaucoup à travailler l'endurance aérobie, ce que moi j'appelle l'EMA. Mais on oublie parfois ce troisième pied du trépied de la performance, c'est cette notion d'efficience. Et ouais, c'est une notion à laquelle j'attache beaucoup d'importance. Pour revenir sur l'enchaînement d'Anaïs, là, ce 5 marathons en 5 jours, pour quelqu'un qui viendrait à vouloir mener des courses à étapes, et il y a quand même beaucoup de sportifs là qui se lancent dans ce type d'exercice. Olivier Maria, qui est de Lille, qui court en sandales, va faire une traversée Lille-Marseille dans les prochains jours. Est-ce qu'il y a une possibilité de tirer des bénéfices, toi qui as fait également la Transgaulle, Bruno, tu connais l'exercice, de multiplier ces séances d'entraînement, et comme on le disait tout à l'heure pour Anaïs, à 3h30 ou un petit peu moins en termes de marathon, pour des champions, c'est peut-être pas aussi impactant que si moi je me lançais demain dans 5 marathons en 5 jours. Quels peuvent être les bénéfices, notamment pour ces courses à étapes? Alors oui, effectivement, hein, alors la Transgaulle, pour que je me la pète un peu, c'est 1,5 marathons par jour pendant 18 jours. Donc c'était 1160 km. On partait de la Bretagne et on arrivait en Méditerranée. Alors effectivement, même moi maintenant, quand je dis 1,5 marathons par jour, tous les jours pendant 18 jours, ça me fait presque drôle, alors que je l'ai fait. Mais ce qu'on doit retenir de ça, c'est que le corps humain est capable de s'adapter et est capable de produire des choses qu'on n'imagine pas. Et quand tu dis Seb, moi je serais pas capable de faire. Oui, aujourd'hui tu n'es pas capable de le faire, mais en travaillant beaucoup cette aptitude à répéter, tu es aussi capable de faire 5 marathons en 5 jours. Ça demanderait peut-être des mois, voire des années de préparation. Des années, je suis pas sûr, mais en tout cas plusieurs mois. Mais tu serais capable de le faire. Donc oui, Anaïs. Alors 5 mois après son accouchement, 5 marathons en 5 jours, j'ai du mal à croire qu'il n'y a pas un gros coup de com' là-dessus, et c'est très bien d'ailleurs, puisque on en a parlé, mais Anaïs, c'est son métier, donc que son sponsor ou que ses partenaires lui communiquent là-dessus, je trouve ça bien, et si ça lui rapporte de l'argent, tant mieux, c'est parfait. Mais voilà, elle fait 3 marathons aux environs de 3h30, on va pas rentrer dans les détails, ça n'a pas une grosse importance, mais voilà. Avec son record à moins de 2h40, si je me trompe pas, pour elle, c'est un gros bloc, hein, c'est 5 marathons en 5 jours, mais ça reste quelque chose qui n'est pas exceptionnel pour elle. Alors, pour répondre précisément à ta question, oui, là, par contre, je suis entièrement d'accord avec toi. Dans le cadre de courses à étapes, où il va falloir enchaîner tous les jours des grosses distances, c'est typiquement ce qu'il faut faire. C'est typiquement ce qu'il faut rechercher. Moi, quand je préparais la Transgaulle, j'ai fait quasiment un marathon toutes les semaines.
à l'allure de la Transgaulle. Donc moi je cours à peu près à 11,5 km/h. Donc je faisais un marathon en 3h45 toutes les semaines. Alors c'est pas 5 marathons en 5 jours, mais parce que voilà, je suis pas certain que mon corps aurait bien supporté tout ça. Moi j'ai jamais vraiment été un stakhanoviste de l'entraînement, mais faire un marathon en 3h45, c'était quelque chose qui me posait vraiment aucun problème. Donc c'est 5 marathons en 5 jours pour des gens qui envisagent de courir 5, 6, 7, 8, 9, 10 jours. Oui, c'est typiquement vers ça qu'il faut se tourner. Mais là, pour le coup, on va faire un choix dans l'entraînement et on va peut-être minorer, pour ne pas dire supprimer, toutes les séances de qualité. On va vraiment se focaliser sur l'entraînement à allure très très lente, sur cette allure spécifique qui est très lente. Mais ça n'a rien d'exceptionnel, puisque nos ancêtres chasseurs-cueilleurs passaient des journées entières, jour après jour, à marcher, à courir ou à trottiner. Enfin, donc voilà, donc on est fait pour ça. Hein. Ça va peut-être choquer, mais on est plus fait pour faire 5 marathons en 5 jours que pour rester 5 jours assis pendant 20 heures par jour sans bouger derrière son ordinateur. Et pourtant, quand on parle, toi et moi, on est derrière notre ordinateur. Je pense que l'être humain, il est plus fait pour courir 5 marathons en 5 jours que pour rester 5 jours assis sur une chaise sans bouger. Dans cette expérimentation de la Transgaulle, comment tu avais vécu au fur et à mesure des jours la fatigue? On dit le corps s'adapte. Est-ce que au démarrage c'était compliqué? Est-ce que au bout de quelques journées, tu as trouvé bien plus de fluidité et une adaptabilité de ton corps? Parce que on avait l'exemple, nous, dans le Loir-et-Cher avec Ludovic Chorgnon, qui a enchaîné 41 Ironman en 41 jours. Et les valeurs biométriques et physiologiques de son corps étaient bien meilleures après une vingtaine d'Ironman qu'au démarrage. Comme quoi, l'exercice a fait que il s'est adapté et le corps a répondu favorablement à ses sollicitations. Oui, voilà. Il y a des gens qui, faire un Ironman, je sais de quoi je parle, ou un triathlon longue distance, ce que les Anglais appellent un full. Déjà en soi, c'est quelque chose. Je suis bien placé pour le savoir. C'est quelque chose qui est très difficile. Donc, comment on peut imaginer que quelqu'un puisse faire 41 triathlon longue distance en 41 jours? Enfin, c'est juste inimaginable. Et là, on est complètement dans le sujet. C'est-à-dire que Ludovic, c'est pas un extraterrestre, c'est un être humain. Il est chef d'entreprise. Il a réussi à le faire parce que il a des capacités mentales déjà et physiques exceptionnelles, mais c'est pas venu du jour au lendemain. Ça a été un long processus d'apprentissage et c'est pas venu comme ça en claquant des doigts, mais ça reste quand même quelque chose qu'il a fait. Et alors je ne savais pas que ces données étaient meilleures après qu'avant, mais cette capacité qu'a le corps humain à s'adapter et on sait maintenant de plus en plus qu'il est plus dangereux de rester des heures dans son canapé que passer des heures à faire de l'activité physique. C'est une tendance qui est en train d'être validée par les scientifiques et qui fait qu'on va enfin comprendre, j'espère, que c'est moins dangereux de faire ce qu'a fait Ludovic, même si ça paraît incroyable, inimaginable, que de rester des heures à ne rien faire. Et tant mieux que la science puisse valider ce genre de choses parce que le surnom de Ludovic, c'était Ludo le fou. Donc et en fait voilà, qui est le fou? Est-ce que c'est Ludovic ou est-ce que c'est celui qui choisit de ne pas faire d'activité physique et de rester des heures à regarder des séries Netflix, même si j'ai rien contre Netflix. Je suis abonné d'ailleurs. Mais voilà, donc c'est un vrai questionnement, hein, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'on en discute et c'est pour ça qu'on fait ces capsules, parce que la discussion elle est riche et elle est ouverte. Pour conclure, Bruno, est-ce que tu as en 3 points des conseils à transmettre à nos auditeurs pour quand même, malgré ces publications parfois époustouflantes, exceptionnelles, comme tu l'as dit tout à l'heure sur les réseaux, pouvoir en tirer quelques enseignements que nous pourrons retranscrire dans notre activité physique au quotidien? Oui, alors je dirais que le premier point peut-être c'est ce que j'ai déjà dit, c'est pas parce que c'est écrit que c'est avéré et que
C'est pas parce qu'on le lit qu'il faut le prendre au pied de la lettre. Donc, essayons toujours de chercher derrière ce qui est écrit, derrière ce qui est publié, quelque chose de gratter un peu la première couche de peinture pour voir si vraiment on a quelque chose de solide derrière. La première chose. Donc, soyons critiques et soyons des lecteurs ou des visionneurs, éclairés de ce qu'on nous propose, de ce qu'on nous donne à cliquer, de ce qu'on nous donne à voir. Ça, c'est peut-être le premier point que je mettrai en avant. Le deuxième point, peut-être de revenir sur cette notion de ne jamais raisonner en distance, parce que raisonner en distance, ça n'a pas de sens, et de toujours raisonner en durée, remplacer la distance par la durée pour que les choses, soient plus compréhensibles et surtout plus accessibles à chacun d'entre nous. Et puis ne jamais oublier que tous ces exploits que l'on voit, ce sont des exploits qui sont faits par des athlètes qui déjà au départ sont exceptionnels. Anaïs Kemener, Guillaume Ruel, Étienne Daguinos, tous ceux qu'on a cités sont des athlètes exceptionnels et qu'ils ne vivent pas la même vie que tous ceux qui nous écoutent. C'est que eux, c'est leur métier. Ils ne font que ça et ils ont donc, en plus de leur qualité exceptionnelle, des conditions exceptionnelles pour pratiquer tout ça. Donc, ne pas oublier que pour le quotidien, pour le quotidien, mais aussi pour tous ceux qui lisent et qui écoutent, leur quotidien à eux n'est pas celui d'un athlète de haut niveau. Donc, attention, on ne peut pas prendre ça au pied de la lettre. Eh bien, merci Bruno pour ces éclaircissements. Et puis, ça nourrit le débat, donc forcément, si vous avez des choses à nous remonter, des contradictions, on est prêt à les écouter. On n'est pas là pour faire de la polémique, mais surtout pour vous apporter avec beaucoup de pédagogie des conseils. C'est le but de ces capsules, n'est-ce pas Bruno ? C'est ça, exactement. On n'est pas polémique, on est pédagogique. Et donc, chers auditeurs, on vous retrouve très vite pour de nouveaux contenus avec Bruno. C'était la capsule L'œil du coach aujourd'hui sur le podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cette capsule L'œil du coach avec Bruno Heuby est désormais terminée. Merci à vous pour votre écoute, mais aussi pour vos retours sur ce format d'épisode un petit peu plus court. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions, vos interrogations via les différents réseaux, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à nous soumettre vos idées d'épisodes pour de prochaines capsules. Belle semaine à vous! Comme pour notre pratique de la course à pied, dans le jeu Borderland 4, il vous faut disposer de progressivité, de flexibilité et d'un mental à toute épreuve. Le jeu est sorti depuis le 12 septembre et c'est de l'action, de la stratégie et des défis spectaculaires. Seul ou avec des amis, vous choisissez votre chasseur de l'arche et vous vous lancez dans cette quête sur cette île de Kairos, plongée dans un chaos total. Entre 2 séances d'entraînement, running au pied, vous allez pouvoir relâcher la pression. Toutes les infos sont sur le site de borderlands.com. Ce jeu, classé PEGI 18, est réservé aux adultes. Merci à 2K de sponsoriser le podcast À côté de mes pompes, dont je vous laisse reprendre la lecture de votre épisode. ABC Wednesday, Shifting Gears is back. He has arisen. Tim Allen and Kat Dennings return in television's #1 new comedy. What? With a star-studded premiere including Jenna Elfman, Nancy Travis, and... Hey, buddy! A big home improvement reunion. Welcome. Oh, boy. That guy's a tool. Shifting Gears, season premiere Wednesday, 8/7 Central on ABC, and stream on Hulu.